c'est un événement qui est organisé par Info Québec, ou plus particulièrement l'antenne de Québec, mais en collaboration avec la Fondation, la FDDLP, qui nous ont partagé, si on peut dire comme ça, leurs invités d'Europe. Et il y avait un congrès en fin de semaine où ils étaient présents, et pour aller dans le bas du fleuve, ils ont décidé d'arrêter finalement à Québec, et ils sont avec nous aujourd'hui. On est très chanceux. On remercie la Fondation pour cette opportunité-là. Avant de débuter, là, pour ceux qui ne le sauraient pas, j'aimerais quand même vous rappeler que Réinfo Québec, c'est un collectif de citoyens, de professionnels et universitaires qui souhaitent diffuser une information juste, factuelle et surtout sans conflit d'intérêts sur toutes sortes d'enjeux sociaux, la santé, la COVID, la société. Et tout le monde qui s'implique à Réinfo Québec est bénévole, et ça inclut même les caméramans, tout le monde qui s'implique est bénévole. Donc, c'est vraiment un beau travail de groupe. Mais vous savez, vous aussi, vous pourriez l'être, ça vous tente de vous impliquer. On le dit à chaque fois, mais il y a de la place pour tout le monde ici. Et là, vous dites, qu'est-ce que je peux faire? Mais vous pouvez faire toutes sortes de choses. Vous pouvez travailler à l'entrée, vous pouvez même faire de la décoration, de la linguistique, des ressources humaines. Il y a tellement de besoins qui peuvent être comblés. Donc, ça vous tente, allez voir sur notre petite table tantôt, là, dans l'entrée. Il y a de la place, il y a de l'information, il y a des feuilles d'inscription, donc pour nos antennes, nos comités d'action, tous nos groupes de bénévoles, là. Et aussi sur notre site web, bien sûr, infoquebec.ca. Alors, aujourd'hui, on a la chance de recevoir 3 figures marquantes de la crise COVID. Je suis certaine que vous les connaissez si vous êtes ici. On va quand même les présenter. Ces personnes-là ont eu le courage de se lever debout face aux mensonges, à la censure et à la propagande que la population a subi de la part des médias et des autorités. Au risque de perdre leur carrière et leur réputation, elles ont pris la parole et nous ont informés sur les conflits d'intérêts, les effets secondaires des injections, le bilan désastreux de la gestion de la crise et sur les drames humains qui se déroulaient durant cette période-là. Alors, on va accueillir, on va peut-être les nommer avant, les présenter. Vous allez avoir une petite surprise, il y en a 2 qui vont être présents. Pierre Bernérias ne sera pas présent malheureusement, il est arrivé un petit imprévu. Il a dû quitter pour la France hier, alors on a dû s'adapter, on s'en excuse. Alors, on a enregistré un Zoom avec lui aujourd'hui, puis on va vous passer des extraits. Mais là, je vais laisser André présenter nos invités. Alors, il est anthropologue et expert en santé publique, avec plus de 30 ans d'expérience auprès d'organismes publics et d'ONG en Suisse et à l'international. Enseignant dans de nombreuses institutions, il s'est fait connaître du grand public par ses prises de position critiques sur la gestion de la crise COVID, développée dans plusieurs ouvrages. Il anime aujourd'hui la Web TV Anthropologique et propose des formations en neurosciences appliquées. Ses derniers livres sont Autopsie d'un désastre, mensonges et corruption autour du COVID, La fabrication du dévaste, qui, pourquoi, comment, et COVID, anatomie d'une crise sanitaire. J'ai nommé Jean-Dominique Michel. Alors, il est un spécialiste reconnu des maladies infectieuses et tropicales, ancien chef de service à l'hôpital de Garches et président de commission sanitaire internationale. Il a contribué à de nombreux travaux sur des maladies comme le sida, la tuberculose, la maladie de Lyme et le paludisme. Ces dernières années, il s'est fait connaître pour ses positions sur la gestion de la crise sanitaire, dénonçant un manque de transparence et de cohérence. Ses derniers livres sont « Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise? Décidément, ils n'ont rien compris. Les 33 questions auxquelles ils n'ont toujours pas répondu. Et le réveil 4 ans après. J'ai nommé le professeur Christian Perronne.
Alors, comme Josiane le dit, on a aussi un autre invité qui va apparaître en vidéo. Donc, il a une longue expérience avec les médias. Il a été journaliste pour la télévision et pour la presse écrite, chroniqueur pour la radio France Info, rédacteur en chef RTL 2, correspondant de guerre avec Europe 1 et France Info. Il a réalisé plus de 40 magazines et documentaires pour les plus grandes chaînes de télévision françaises. Il a produit 3 documentaires sur la crise sanitaire, Hold Up, Hold Out, Hold On. Il a aussi produit plusieurs autres documentaires, dont l'un sur les apparitions de Fatima, sur les expériences de mort imminente et sur la pédocriminalité. Enfin, il a créé une agence d'information citoyenne, Citizen Light, et j'ai nommé Pierre Barnerias. Alors, merci à vous d'être ici avec nous aujourd'hui. C'est un grand honneur de vous recevoir. Le sujet de notre panel aujourd'hui, c'est sur les perspectives et les solutions pour l'avenir. Il y aura un panel qui va durer environ 1 heure. On prendra une petite pause et ensuite, il y aura des questions que vous, le public, vous pourrez poser. Après ça, donc, vous pouvez commencer déjà à y réfléchir. On va commencer avec notre première question pour nos invités. Comment passer de spectateur à acteur du changement? Autrement dit, si on prend l'exemple avec vous pour commencer, qu'est-ce qui a été le déclic pour vous et qui vous a poussé à devenir un acteur du changement dans cette crise-là? On peut commencer avec celui qui veut. On y va avec vous, professeur Perron? Moi, je veux bien me lancer. D'abord, j'étais un homme du système. J'ai fait ma carrière tranquille dans le système universitaire français, dans les hôpitaux. La publication, les recherches, tout ça, je ne me posais pas trop de questions, moi j'étais dans ma route. Après, un peu par hasard, je me suis trouvé sollicité pour entrer dans de grandes instances de santé publique. Je me suis retrouvé un petit peu, je ne l'avais pas souhaité, mais j'avais été coopté pour... Je me suis trouvé présider des tas de commissions importantes. Pendant 15 ans, j'ai conseillé des gouvernements sur les crises sanitaires, je présidais le comité des vaccinations, après j'ai eu des responsabilités importantes à l'OMS pour les vaccins. Donc voilà, je ne me posais pas trop de questions. J'ai commencé à m'en poser avec l'histoire de la maladie de Lyme, où on laissait crever à petit feu des millions de gens dans le monde en disant que c'était une maladie qui n'existait pas, alors que je savais, et maintenant on a les preuves, à l'époque il n'y avait pas toujours forcément toutes les preuves, que c'était une arme de guerre. Alors, les Borrelia, la bactérie responsable qui est transmise par les tiques, existait depuis plus de 5000 ans. Mais elle avait été modifiée par les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Japonais, et dans l'opération Paperclip, les Américains avaient récupéré les chercheurs et quand la bactérie s'était échappée sur la ville de Lyme, à l'embouchure du fleuve Connecticut, tout ça, ça a été étouffé. Ça fait 40 ans que ça dure et qu'on ne soigne pas les malades, qu'on n'a pas mis au point des tests diagnostiques. Et je me suis battu pendant 20 ans, alors que j'étais un homme de l'institution. Je me suis opposé à mes collègues, au gouvernement. Voilà, donc déjà, j'avais vu qu'on pouvait manipuler toutes les données de santé publique, manipuler des tests diagnostiques, manipuler des recommandations de traitement. Donc le déclic, ça fait... Alors ça faisait, j'avais déjà ça dans la tête. Puis alors, quand le Covid est arrivé, là, il ne m'a pas fallu 5 minutes pour comprendre, ah bon, ça recommence. Il y a un petit Parce qu'en plus, dans la maladie, c'est juste une petite anecdote, dans la maladie de Lyme, on n'a pas le droit de faire, pas le droit, c'est pas interdit, mais surtout faites pas de PCR, vous savez, cette amplification génique quand il n'y a pas beaucoup de microbes pour les mettre en évidence, parce qu'il disait la PCR c'est un très mauvais test, c'est beaucoup trop sensible, ça génère beaucoup de faux positifs, donc vous allez générer une fausse épidémie de Lyme avec des gens qui en fait sont des fous. Et puis quand le Covid est arrivé, allez hop, tous les petits gars, vous faites tous la PCR, vous avez croisé votre chien qui éternue, PCR. Et on a généré une fausse épidémie de tests positifs qui étaient faussement positifs et pas de cas. Donc voilà, donc c'est... quand c'est arrivé en Chine, on entendait parler de ça à la fin de l'année 2019. J'ai dit, bon, ça recommence, il y avait eu le SRAS. Et puis ça arrivait en France en mars 2020. Et dès le début, j'ai bondi de ma chaise, j'ai sauté dans les médias. Et comme j'étais très bien vu à l'époque, depuis des années, dans les grands médias français, j'étais tout le temps invité dans les télévisions, même au journal de 20h. Les journalistes m'aimaient bien, puis en plus, comme je mettais un peu la polémique, j'étais pas d'accord. Au début, ils adoraient, avant de se faire taper dessus. Donc ils m'ont invité plusieurs fois par semaine, entre mars 2020 et fin août, début septembre 2020. Et après,
Alors, sanction suprême, l'ARCOM, qui avait un autre nom à l'époque, maintenant ça s'appelle l'ARCOM, qui est notre grande agence qui garantit la liberté d'expression. Vous savez, vous vous souvenez, il y avait une grande agence comme ça qui s'appelait la Pravda, je crois, c'est bon. A dit maintenant vous n'avez plus le droit d'inviter Perron. Il y avait quelques chaînes rares qui m'ont invité par la suite. Ils ont eu les pires ennuis, ils ont eu même des amendes. Si on m'invite, j'espère que vous aurez une amende, parce que voilà. Donc c'est pour vous dire que après ça venait du fin fond de mes tripes. Je pouvais pas supporter cette manipulation et dès la première minute de cette épidémie, j'y suis allé et j'ai continué, j'ai jamais changé. Et malheureusement, je pensais que quelques collègues allaient me suivre, mais je me suis retourné, il n'y avait personne. Mais dans le fond, vous avez senti comme un devoir intérieur de le faire, là, parce que plusieurs personnes avaient la connaissance, mais peu de gens ont eu le courage de le faire. De toute façon, je ne pouvais pas faire autrement, je n'aurais pas pu me regarder dans la glace le matin. Ça venait du... Quelquefois, je me disais, bon, t'es gonflé quand même, tu pars tout seul comme ça, comme Don Quichotte. Mais je ne pouvais pas faire autrement, j'avais l'évident. Puis en plus, ce qui les a beaucoup embêtés, c'est que j'avais une telle expérience de tout ça, je les connaissais tous. Jean-François Delfrécy, président du conseil scientifique à l'Élysée, je l'ai connu interne, on avait des relations amicales depuis des années, on se croisait un peu pour le sida ou d'autres choses. Jérôme Salomon, directeur général de la santé, je l'ai connu interne en culotte courte dans mon service. Je l'ai nommé professeur dans mon service. Maintenant, il est directeur adjoint de l'OMS où il écrit le traité pandémie. Bon, j'ai le droit de faire des erreurs dans ma carrière. Non, mais comme je les connaissais tous, j'ai connu tous les ministres, leur cabinet pendant des années, c'est vrai que je leur ai fait du mal, les pauvres choux, parce qu'ils ont eu du mal à me contrecarrer. Une chance qu'il y a des gens comme vous qui se sont levés debout. Merci beaucoup de l'avoir fait. Maintenant, Jean-Dominique Michel. Votre déclic. Bonjour, moi je suis Sancho Panza, celui qui est monté sur une mule avec une bedaine, et je vous remercie de votre invitation. Non, blague à part, au début je ne me suis pas posé de questions parce qu'il y a des principes éthiques en santé publique, et notamment le fait de donner une information qui soit véridique et vérifiable, le fait de prendre des décisions qui ne font pas paniquer la population, qui respectent l'autonomie et la dignité des personnes, qui ne soient pas malfaisantes ou maltraitantes, et j'ai vu que tous les indicateurs étaient au rouge par rapport à ces différents éléments, et je suis parti la fleur aux dents, mais en toute innocence, sans du tout m'attendre à ce qui allait suivre. Et comme Christian en a fait l'expérience, entre mars 2020 et juillet 2020, les propos que j'ai tenus ont reçu une très bonne réception, y compris dans la presse mainstream. Et le premier livre que j'ai fait paraître au mois de mai 2020 a eu des articles très favorables dans Le Figaro, Paris Match, Marianne, Les Échos, l'Humanité, enfin toute la presse mainstream. C'est surprenant. A dit c'est un regard critique qui conteste la gestion de la pandémie, mais ce monsieur sait de quoi il parle, c'est documenté, c'est argumenté, et c'est à l'été 2020 qu'une deuxième période s'est ouverte. Donc dans la première, je ne me suis pas posé de questions, ne serait-ce que parce que je n'avais pas mesuré le risque. Et puis dans la deuxième, là, le risque est devenu évident. Et au fond, c'est une question de pesée d'intérêt. J'ai toujours dit que je ne portais aucun jugement sur ceux qui avaient renoncé à ouvrir leur gueule. C'est un choix individuel. En ce qui me concerne, tu ne me demandes pas d'être malhonnête, tu ne me demandes pas d'être maltraitant. Point. Et ça ne se négocie pas. Et une fois que ça s'éclaire intérieurement, je veux dire, naviguer dans sa vie, c'est extrêmement facile, parce qu'on a la boussole. J'aimerais juste encore corriger deux choses. Quand tu as dit qu'il y avait des grands résistants qui allaient venir, moi je fais 1m80. Et ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de petites personnes. Les seules petites personnes, c'est celles qui se dégradent en faisant des choses malhonnêtes et maltraitantes. Mais tous les autres sont des grandes personnes. Et puis l'autre élément, c'est qu'en toute franchise, je reçois souvent ce compliment, mais tu as été courageux, c'est pas vrai, parce que je n'ai pas peur. Et quand on n'a pas peur, on n'a pas besoin de courage. On a juste besoin de cette conviction intérieure. C'est beaucoup plus courageux d'avoir peur et d'y aller quand même. Et moi, en réalité, je n'ai jamais eu ça, parce que je n'ai pas de peur face à ce qu'on vit.
Alors, merci pour vos réponses. J'ai posé la même question à Pierre Bernérias cet après-midi. Fait qu'on va l'écouter. On aimerait savoir, en fait, pour toi, Pierre, qu'est-ce qui a été le déclic qui a fait qu'un jour, là, dans toute cette crise sanitaire, tu as décidé, entre autres, de faire les fameux films et donc, de dénoncer ce qui se passait? C'est juste le fait d'être viscéralement journaliste, attaché à la vérité, attaché à la justesse. Et quand j'ai vu, alors que j'étais sur une autre production, encore une fois, puisque depuis 10 ans maintenant je fais mes enquêtes pour le cinéma, et en 2020, j'étais complètement accaparé par un autre film qui s'appelle Miracle, et qui est sorti en 2023. Et je travaillais sur ce film, donc tout allait bien. Il se trouvait que je venais de sortir un film qui s'appelait Thanatos, qui a très très bien marché dans les salles. Et j'avais donc pas mal de médecins très proches de moi qui me disaient: mais Pierre, regarde ce qui se passe, ça va pas du tout. Là, j'avais notamment un anesthésiste réanimateur qui m'a informé du décret Révotril qui est sorti en fin mars, le 23 mars 2020, et lui-même me disait: mais ça va être pour faire du chiffre et éliminer des personnes âgées dans les EHPAD. Je me dis: mais non, c'est pas possible. Et puis il y a eu une succession d'événements. Il y a eu l'intervention sur CNews, je crois, du prix Nobel de médecine, qui est le professeur Luc Montagnier. Il y a eu le scandale du Lancet. Enfin, il y a eu plein de choses qui m'ont interloqué. Et comme je le disais, il y a eu le livre, surtout au mois de juin, je crois, de Christian Perron, du professeur Perron, qui a une stature, qui a une expérience incroyable, enfin, qui est quand même bordé pour pouvoir avoir un mot entendable concernant la gestion d'une pandémie. Et puis sincèrement, enfin, le confinement, je me suis dit: mais c'est quoi ce truc? On se fait des autorisations de sortie, on est confiné, enfin, mais rien n'allait, quoi. Et en fait, c'est une accumulation de choses. À un moment donné, j'ai dit: bon, stop, on arrête tout. J'avais commencé à tourner dans un studio mon film Miracle, et puis j'ai décidé d'arrêter cette production, de prendre l'argent de cette production en partie, et je m'en excuse, pour interroger des professeurs de médecine, de chimie, des prix Nobel, non des rien. Enfin, j'avais une trentaine comme ça de grandes personnalités qui avaient envie de parler en disant: stop, vous faites n'importe quoi, vous allez tous à contresens. Et comme, bizarrement, je me suis dit: mais pourquoi il y a personne d'autre, enfin, il n'y a pas d'autres journalistes pour s'emparer du projet. Quand j'ai appelé le professeur Perron en disant: écoutez, professeur, est-ce que vous avez été contacté par des journalistes? Parce que quand vous lisez son premier ouvrage, Est-il une erreur qu'ils n'ont pas faite, il y avait 3, 4, 5, 6 scoops pour moi, 6 informations qui étaient juste incroyables. Et rien. Donc c'est ce rien qui m'a fait dire: bon, c'est pas grave, on y va, quoi. Et puis voilà. Et puis ça a été. Puis moi, je me suis même demandé comment j'avais réussi en si peu de temps à faire un sujet comme ça. Et c'est vrai que j'aurais aimé que ce film sorte au cinéma. Je pense qu'il n'y aurait aucune censure et on n'en serait pas là aujourd'hui. J'en suis convaincu. Alors, oui. J'ai oublié de mentionner, en fait, que l'entretien a duré plus d'1 heure, donc j'ai gardé que les meilleurs moments. Alors, on va passer à une autre question, si vous voulez bien. Il s'en est passé effectivement des choses dans les 5 dernières années et on était curieux de savoir quels ont été vos meilleurs coups ou peut-être quels ont été les meilleurs coups de la résistance, la dissidence dans les dernières années. Ok, volontiers. C'est un peu tôt pour faire le bilan, à vrai dire, parce que tant qu'on est engagé dans l'action, c'est un peu 2 temps différents. Et en ce qui me concerne, comme je l'ai dit, je me suis engagé parce que je ne voyais pas comment je pouvais vivre sans le faire. J'y ai mis énormément d'énergie parce que j'ai mesuré que ce à quoi on avait affaire était extrêmement violent et massif, et donc il fallait être capable de produire énormément d'actions en même temps, en sachant que ça n'aurait pas d'utilité à court terme. Et ça, je crois que, alors Dieu merci, j'ai quand même 60 ans, c'est quelque chose qu'on apprend en cours de route, l'importance d'agir indépendamment du résultat.
Hein, c'est un devoir de moyens, pas de résultats, comme on dit dans le domaine professionnel. Et donc, j'ai constamment essayé de donner le meilleur de moi-même et le plus possible qui puisse aller dans la bonne direction, mais sans du tout contempler est-ce que ça sert à quelque chose, est-ce qu'on est en train de prendre la bonne direction. Et en fait, je me suis beaucoup inspiré, je sais qu'on a Daniel Saint-Hilaire avec nous, du mental des sportifs d'élite. Et quand ils sont engagés dans un match, selon le fait que... Bravo maître, hein, champion olympique en tant que coach. Et quand on regarde le mental des athlètes, c'est cette nécessité de lâcher prise à chaque point pour que ce qui vient de se passer, que ça soit favorable ou défavorable, n'interfère pas avec l'action. Et puis, j'ai pris Emmanuel Macron, dont vous avez peut-être entendu parler, une créature... C'est qui ? Créature un peu instable et probablement sous effet de stupéfiants indésirables. Mais lui s'est juré d'emmerder et de pourrir la vie de ceux qui n'obéiraient pas à ses injonctions. Donc je l'ai pris au mot. Je me suis dit, moi, mon challenge, ça sera de produire des choses qui soient le plus susceptibles de l'emmerder. Emmerdera bien qui emmerdera le dernier. Et même si ça n'est pas mon grand plaisir dans la vie, je dois avouer avoir pris un très malin plaisir à, par exemple, avoir abordé la question de sa situation conjugale. Non pas que ce qu'il y a dans la culotte de sa femme m'intéresse, mais parce que c'est une affaire anthropologique. Tout le monde en parle. Il y a un vrai questionnement autour de l'origine de leur histoire, du profil psychopathologique d'Emmanuel Macron. Donc le fait de dire non, on ne va pas s'abaisser à traiter cette question, si, on va s'abaisser parce que quand un président est aussi psychopathe et toxique, ça vient forcément de quelque part. Il a probablement été violé par lui ou elle quand il avait 14 ans. Ça laisse des séquelles indélébiles et on peut comprendre la maltraitance appliquée à la France à la lumière de cette histoire. Donc vous voyez, je me suis dit, je vais y aller sans tabou, sans haine et malveillance, parce que ce ne sont pas des bonnes énergies à partir desquelles agir, mais avec ce petite saveur de dire si ça les emmerde, tant mieux, et ne gâchons pas notre plaisir. Tout à fait. Et ça a été notre plaisir aussi. C'est un vrai feuilleton de t'écouter sur ce sujet-là. J'en ai écouté quelques épisodes. C'est très intéressant. En plus, toi, tu es suisse, moi je suis français, donc c'est mon président que je chéris. Alors, on se porte à la défense. Et je suis d'accord avec toi là sur l'histoire d'emmerder les gens. Mais en plus, moi, je suis toutes ces recommandations et j'irai jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. Excellent. Alors, professeur Perron, même question. La plus grande victoire, votre plus grande victoire, votre meilleur coup des dernières années? Je dirais qu'il y en a peut-être plusieurs, mais déjà, il y a les victoires à titre personnel et puis à titre, je dirais, collectif. Bon, à titre personnel, c'est vrai que j'ai eu des moments très difficiles parce que j'avais tous mes collègues, avant mes collègues infectiologues, ils m'adoraient, ils m'élisaient président du collège des professeurs de maladies infectieuses, j'étais président de toutes les commissions. D'un seul coup, je devenais un charlatan. Après, j'ai été attaqué par le conseil... il y avait une pétition contre moi pour me faire radier par le Conseil de l'ordre des médecins. J'ai été attaqué auprès du Conseil de l'ordre pour antisémitisme. J'avais attaqué un médecin juif, mais je ne l'attaquais pas parce qu'il était juif, j'attaquais ses publications. Mais il avait dit au Conseil de l'ordre, le professeur Perron m'attaque, c'est parce que je suis juif, donc il est antisémite. Non, mais après, on m'a attaqué. Ce médecin m'a accusé d'être responsable de menaces de mort contre lui. Heureusement que j'avais la preuve, parce que moi je n'étais pas sur X ou Twitter à l'époque, mais des copains avaient fait des captures d'écran. On a pu avoir la preuve qu'il avait reçu des menaces 4 mois avant que je le connaisse de d'autres personnes, mais il avait mis ça sur mon dos. C'est à cause de ça que j'ai été radié de ma fonction de chefferie de service. C'est un des prétextes qu'ils ont pris en disant le professeur Perron n'est plus digne de diriger une équipe hospitalière puisqu'il est responsable de menaces de mort contre des jeunes collègues. Même chose du doyen des doyens de l'Île-de-France à la région parisienne. Le chef des doyens de toutes les facultés de la région parisienne m'écrit la même chose. Je ne suis plus digne d'encadrer les étudiants parce que je suis responsable de menaces de mort. Et tout ça, c'était complètement pipeau. Des attaques comme ça, j'en ai eu plein. Il y a eu Karine Lacombe qui a porté plainte en diffamation. Je ne sais pas, je dois en oublier. Mais bon coup dans tout ça, les victoires, parce que là, c'est des coups et finalement... où j'ai vraiment, quand j'étais convoqué à la Chambre, j'avais plusieurs entrevues de menaces un petit peu, mais alors il y avait une entrevue qui était assez amusante parce c'était 1 an avant que je sois convoqué à la Chambre disciplinaire. Je venais de dire à la télévision, sur une grande chaîne, je crois sur CNews, que
les résultats en Angleterre montraient que les inoculés mouraient 4 fois plus que les non-inoculés s'ils faisaient un Covid grave. J'avais toutes les preuves, je les avais envoyées à la télévision. Je suis convoqué 15 jours après, le Conseil de l'Ordre, Monsieur Perron, maintenant vous allez prendre votre retraite bientôt, vous n'avez plus le droit de parler du vaccin. Vous n'avez plus le droit de parler en tant que professeur parce que vous influencez la population. Éventuellement, vous vous exprimez en tant que citoyen et vous n'avez plus le droit de parler à la population générale, mais éventuellement auprès de vos collègues médecins. Donc moi, je suis retourné dans les médias, j'ai dit c'est super. Le Conseil de l'Ordre m'interdit de parler des vaccins, c'est super parce que c'est pas un vaccin, donc je suis libre de parler. Et puis après, dans cette même interview, je dis, aujourd'hui, je ne suis pas le professeur Perron, je suis le citoyen Perron. Et puis j'ai dit aux gens, si vous n'êtes pas médecin professionnel de santé, vous n'écoutez pas ce que je dis. Bon, voilà. Après, j'ai quand même été convoqué à la chambre disciplinaire. Et là, j'en suis pas revenu parce que le verdict, ils ont dit, non seulement ils m'ont blanchi totalement, ils ont donné d'ailleurs un avertissement au petit médecin qui m'attaquait depuis longtemps. Et ils ont écrit en toutes lettres que vu mon CV national, international, j'étais une des rares personnes en France à pouvoir juger de la situation et que non seulement j'avais le droit d'avoir un avis divergent des autorités, mais j'en avais même l'obligation. Alors, j'étais pas là, mais je pense que Manu, il a dû être mal ce jour-là. Enfin bon, c'est comme ça. Brigitte a dû le consoler, ouais. Donc voilà, là c'était ma belle victoire finalement, parce que ça a été quand même une période très très difficile et ça durait. Quand vous êtes mis en examen par Karine Lacombe, une mise en examen qui dure 2 ans, c'est long. Hein, bon voilà, je passe. Après, ce qui est plus important, c'est les succès collectifs. Moi, tout de suite, avec Xavier Zalbert, qui est directeur François, on avait créé, qui est vraiment un média indépendant remarquable, on avait créé l'association bonsens.org. Alors, il y a des médecins, il y a des juristes, il y a des avocats, il y a des différents horizons, des entrepreneurs. Ça représente un petit peu, et puis des experts même en statistiques, en mathématiques. Et on a fait un travail de réinformation, comme vous, en Réinfo Québec, mais sur des données scientifiques. Il y a eu beaucoup d'actions juridiques, plus de 60 actions juridiques. Mais alors malheureusement, vous savez, on vit en démocratie. Donc il n'y a aucune collusion entre l'exécutif et le judiciaire. Mais je ne sais pas pourquoi. Toutes nos plaintes ont été mises à la poubelle. C'est bizarre, il faudrait que je demande l'avis de l'anthropologue là-dessus. Mais on a fait beaucoup d'actions scientifiques et on a systématiquement, parce qu'il y a l'article du Lancet complètement mensonger que tout le monde connaît au début, il y en a eu d'autres dans le New England Journal of Medicine, dans d'autres journaux. Systématiquement, quand on voyait des articles foireux, parce que la corruption dans les journaux, je l'avais dénoncé dans mon premier livre sur la vérité sur la maladie de Lyme, il y a déjà plus de 10 ans, hein, de l'aveu même des rédacteurs en chef de ces journaux. On a embauché des amis qui étaient des statisticiens de très haut niveau, on a même acheté du matériel informatique super puissant pour analyser toutes les données, et on a démoli... quand on a pu systématiquement, plusieurs publications, on a obtenu des lettres de réponse dans le New England Journal of Medicine, et on a pu obtenir la rétractation de cet article qui avait été coordonné par une équipe française où il y avait des Belges, il y avait des Américains, et il disait que la chloroquine avait tué 17 000 personnes dans les pays concernés, et toute l'étude était fausse, et on a pu le démontrer et faire obtenir la... Oui, c'est un combat incessant, et ça c'est grâce à tous mes amis, parce que moi tout seul, j'aurais rien pu faire. Excellent. Merci. Un bon exemple de travail là-dessus, mais quand on dit, parce que mes charmants collègues disent Perron, il dit n'importe quoi, c'est un charlatan. Moi, pendant le Covid, j'en suis à plus de 12 publications scientifiques internationales dans les revues à comité de lecture sur le Covid, plus d'autres publications sur la maladie de Lyme, alors que les médecins de plateau que je connais, j'ai pas l'impression d'avoir vu une publication. Donc, moi... Ce qui les embête, c'est que je me bats toujours de façon factuelle. Tout ce que j'ai dit, ah oui, j'avais rigolé quand mon premier livre est sorti, y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise? Ils se sont tous déchaînés sur moi, les médias, les soi-disant fact-checkers, mes collègues. Perron va être attaqué en diffamation, mais tout ce que je dis est sourcé. Donc, ils n'ont jamais pu m'attaquer. Il n'y a jamais eu d'attaque. Et donc ça, c'est pour moi, comme ils ne peuvent pas m'attaquer, ils disent je dis n'importe quoi. Mais moi, ça glisse sur moi comme de l'eau sur une toile cirée. Hein. Très bien, merci pour la réponse. On va
On va écouter Pierre Bernérias pour la même question. On aime savoir quel a été, par exemple, ton meilleur coup. Toi, tu en as eu 3, avec 3 documentaires, Hold Up, Hold On et Hold Out. Dans tout ça, qu'est-ce qui ressort le plus, je dirais, ou le sentiment que tu dis, ah ouais, ça, je suis content d'avoir fait ça, ça a été vraiment important de diffuser ça et autres? Moi, ce qui m'a réellement bouleversé, mais vraiment, j'en ai été ému même du fait d'y repenser, et ce qui m'a fait tenir bon, c'est de voir l'accueil du public, l'accueil de la population. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez un matraquage ignoble dans toutes les télévisions, dans les journaux. Voilà, Barnarias, le complotiste, j'étais devenu extrême droite alors que je vote plus depuis je sais pas combien de temps. Enfin bref. Mais à côté de ça, il y a eu j'ai reçu des centaines de lettres, des courriers, j'ai reçu des cadeaux, des petits gestes comme ça, mais qui m'ont bouleversé. J'ai un apiculteur qui m'a envoyé des kilos de miel, j'ai une autre qui m'a envoyé des amandes par kilo, j'ai d'autres personnes, et surtout j'ai des personnes qui m'ont évité de couler en me donnant des dons, en me faisant des dons, des petits dons, mais la somme de petits dons fait que j'ai pu non seulement payer tous les droits de ce film, parce que ce film a été censuré alors qu'il n'était pas payé. Vous voyez ce que je veux dire, je me suis retrouvé avec un film censuré. Vimeo a remboursé toutes les personnes qui avaient acheté ce film, et moi je devais payer des droits colossaux à des chaînes de télévision dont j'avais pris des extraits, c'est normal, j'avais pas eu le temps de tout, mais ça arrive souvent, hein, vous payez les droits après, il y a peut-être 1 mois, 3 mois de décalage, mais c'est courant. Moi j'ai l'habitude de faire des documentaires pour le cinéma, puisque Hold Up c'était mon 5e documentaire pour les salles, mon 6e documentaire pour les salles, donc je suis pas un novice. Et moi, on m'a présenté comme un youtubeur. L'agence France Presse m'a présenté comme un youtubeur. C'est juste vous dire le niveau de désinformation totale et de mépris qui a eu lieu juste après la sortie de ce film. Donc voilà, ce qui m'a le plus touché, c'est ça. Et là, je me suis dit, waouh, ça valait le coup. Parce que c'est vrai de voir tous ces témoignages et de petites gens, c'est ça qui me plaît. Parce que les puissants, ils étaient dans le dédain. Moi, je me suis fait un petit peu chambrer dans ma propre famille, en me disant, mais Pierre, qu'est-ce qui t'est arrivé, ça va pas. Je dis, t'as vu le film? Personne, en fait. Le lynchage a été tel que bon nombre de personnes, notamment des gens, on va dire, qui sont favorisés par la connaissance, n'ont pas vu le film. Ils n'ont pas de... Voilà, non, on va pas le regarder. On va pas le regarder puisque c'est un tissu d'ineptie, c'est un tissu de complotisme. Enfin, c'est ce qui veut rien dire en plus. Hein, le mot complotiste n'existe pas dans le Larousse au XXe siècle. Donc voilà, tout ça, ça a été une construction à laquelle vraiment je m'attendais pas. Je m'attendais pas du tout. Et c'est vrai que l'accueil du public et les réactions, les lettres, les courriers, les attentions, même dans la rue. Dans la rue, j'ai eu à un moment donné, je me souviens. Petite anecdote qui me réchauffe le cœur à chaque fois. J'étais dans une gare, je sortais, je prenais un taxi, je sais plus pour aller où, enfin bref, peu importe. Et puis moi j'aime bien discuter et puis avec le chauffeur de taxi et on échange un petit peu. Alors vous faites quoi? Écoutez, moi j'essaye de faire des documentaires. Et bon, comme quoi par exemple? Écoutez, là le dernier, ça fait un peu de bruit, j'ai sorti Hold Up. Et là. La personne s'est arrêtée, m'a dit, c'est vous le réalisateur de Hold Up? Il s'est retourné, et là il a pris son télé, attendez, vous permettez, il a appelé sa femme, il était 11h30, hein, qui était en train de dormir, tu sais quoi, j'ai le réalisateur de Hold Up avec moi. Et là il me regarde, bon c'était quelqu'un qui habitait, je crois un peu en banlieue, et c'est vrai que je sais qu'il y a eu dans les banlieues, justement, dans les banlieues difficiles, pauvres, on va dire qu'il y a eu un écho de ce film incroyable. Bravo. On voit, d'après vos réponses, que malgré les difficultés, il y a beaucoup d'avantages à prendre la parole puis à foncer, hein, malgré l'adversité. Mais à l'opposé, parce que le but d'aujourd'hui, c'est de réfléchir ensemble à des solutions pour l'avenir. Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qu'on aurait dû éviter, des actions qu'on aurait dû ne pas faire du tout parce que ça l'a nuit à la résistance? L'idée, c'est de ne pas les refaire. Hein? Ouais, sur les erreurs,
D'ailleurs, dans le film Hold Up, je me souviens très bien de l'époque, moi j'ai adoré le film, il était très long, il durait 3h30, presque 4 heures. Tous mes copains, même qui étaient quand même dans la résistance, disaient, bon, Barnerias, il était très bon dans la première partie, et puis après la deuxième partie, était un petit peu moins sur le domaine scientifique, médical précis, c'était plus sociologique, et là, non, mais là, il a déraillé. Donc déjà, le fait d'aller trop loin devant une population qui n'est pas préparée à entendre qu'il y a toute cette manipulation, pourtant, il y avait même des gens dans notre groupe, dans l'association Bon Sens, qui se sont désolidarisés après le film Hold Up en disant non, là, ça va trop loin, il raconte n'importe quoi. Donc voilà. Alors après, sur un petit peu comment voir les choses, parce que moi je pense qu'il ne faut pas ressasser toute cette période merdique. Bon, j'ai écrit mes bouquins, même Albin Michel m'a demandé d'en écrire encore un autre, donc ça suffit, les gens en ont marre, on ne va pas ressasser. Ils ont fait des erreurs, y a-t-il une erreur, et y a-t-il encore une erreur, et puis pendant des siècles. Il faut essayer d'aller plus loin. Alors la première chose que je vous demanderais, franchement, hein, vous méditez et vous remerciez. Vous remerciez qui ? Vous remerciez le Forum économique mondial, Klaus Schwab, Bill Gates, il y en a d'autres, Soros, Van der Leyen, Macron, mais j'en oublie beaucoup. Franchement, Trudeau aussi. Qui ? Trudeau aussi. Ah ben Trudeau, oui, bien sûr. Et moi, je les remercie du fond du cœur parce qu'ils m'ont éveillé. Parce avant cette crise, il y a 5 ans, même si j'avais connu la polémique de Lyme, bon, je dis bon, c'est une histoire militaire, voilà, bon. Je pensais encore vivre en démocratie, même si je savais qu'il y avait de la corruption, dans plein de choses. Enfin, bon, ça a toujours été comme ça. Mais là, ça a été un flash violent. Et puis, j'ai réalisé tout de suite que le Covid, c'était la première étape. Après, il y a le réchauffement climatique. Après, de supprimer vos comptes bancaires. Après, d'empêcher les voitures thermiques. Bientôt, en Europe, ils veulent nous supprimer les poêles à bois. Non, mais c'est vraiment asservir les populations. Et s'il n'y avait pas eu cette crise, honnêtement, je serais toujours naïf aujourd'hui. Non, mais c'est ça qui est important, c'est que maintenant, il y a de plus en plus d'éveillés. Il faut bien comprendre que dans ces phénomènes, on va toujours des moutons vers les éveillés, jamais dans le même sens. Donc, moi qui suis un spécialiste des épidémies, l'épidémie, elle a sens unique. Ça, c'est génial, parce que même si on est encore un peu minoritaire, on ne fait que grossir. Et je le vois, je fais le tour de France tout le temps, l'éveil augmente. Et les éveillés ne seront peut-être pas, vous savez, on dit chat échaudé craint l'eau froide, ils ne seront peut-être pas voir une deuxième fois. Et c'est là qu'il faut, on en reparlera peut-être après, mais que vous organisiez entre vous, au niveau du village, au niveau de votre travail, au niveau de votre famille, et au niveau des associations, Réinfo Québec, c'est très important d'être ensemble, de discuter, et dire quand ils vont nous refaire, Tedros va nous faire le coup du virus X dans 6 mois, qu'on va tous mourir, qui vont vous confiner, vous injecter des saloperies. Il faudra que vous ayez réfléchi entre vous comment cette fois-ci on ne se fera pas avoir et comment on va dire non. Et apprenez à dire non. Si vous dites non, ils sont foutus. Si vous jouez collectif. Donc voilà, maintenant il faut avoir une pensée positive pour les avoir, quoi. Est-ce que vous croyez qu'on a agi comme ça dans la résistance ou vous croyez qu'il y a eu des erreurs? Là, vous nous nommez un peu ce qu'il faut faire. Est-ce qu'on a fait des erreurs peut-être de division, des erreurs? Division, ça existe toujours dans les mouvements. Moi, je l'ai connu dans la maladie de Lyme. Les associations de malades, quelquefois, capotaient parce que c'était des crépages de chignons entre des membres qui avaient leur ego. Moi, à l'époque, j'en avais parlé à Richard Horowitz, qui est un médecin américain, un était à ses copains qui s'occupait de Lyme aux États-Unis. Mais t'inquiète pas, c'est pareil aux États-Unis. Donc, je crois que dans tous les mouvements associatifs, il y a toujours, malheureusement, des scissions. Donc, je crois qu'il ne faut pas s'en offusquer. Si quelqu'un ne joue pas le jeu, ben on ne joue plus avec. Et puis on essaie de continuer sa ligne avec les gens. Dans l'association Bon Sens, il y a des gens qui nous ont quittés au début, qui essaient de mettre un peu la pagaille. Ils sont partis d'eux-mêmes. Ben, maintenant, on a fait le tri. Non, mais c'est... Bien sûr, dans toute aventure humaine, il y a des dissociations. Il va y avoir des choses qui vont capoter à cause de ça. Donc il ne faut surtout pas... faut se méfier des égos démesurés, puis s'ils ne sont pas contents, on leur dit si tu n'es pas content, tu vas jouer ailleurs, hein. Tu vas jouer à l'Élysée, c'est très bien, on peut jouer au billes là-bas. D'accord, merci. Donc je comprends qu'il faut accepter qu'il y ait un peu de chicane, on dit ça au Québec, là, de la chicane, c'est bien normal, puis vivre avec ça, puis continuer à s'unir. Merci. Et vous, Jean-Dominique Michel, des erreurs qui auraient peut-être été commises et qu'on devrait éviter? Oui, bien sûr, on n'arrête pas d'en commettre. Maintenant, pour moi, je reviens juste un pas en arrière. Je crois vraiment que notre plus grande victoire à tous,
c'est de ne pas nous être laissé soumettre, de ne pas nous être laissé décourager et de ne pas nous être laissé rendre amers. Et ça, pour moi, c'est des priorités absolues. Je dis souvent, le premier qui se décourage a perdu, et ça ne sera pas moi. Et puis, face à tant de... Moi, j'ai souffert comme un chien au cours de cette crise, en voyant ce qui était infligé aux personnes âgées, dépendantes, aux enfants, aux femmes enceintes qui accouchaient avec un masque sur la gueule alors que ça sert à rien, et des soignants qui les persécutaient pour qu'elles le fassent. J'ai vraiment souffert pendant cette crise, mais vous voyez, il y a une souffrance dans la vie qu'on ne peut pas éviter, et même qu'il est sain de ressentir. Parce que si on se blinde par rapport à ça, ça veut dire qu'on entre dans le jeu de l'autre. Et ils veulent nous faire perdre notre sensibilité, nous faire perdre notre combativité. Donc ça, c'est le premier élément. Et bien sûr qu'on a commis plein d'erreurs. Maintenant, de nouveau, je reviens au mental du sportif. C'est quelque chose que j'avais beaucoup étudié en neurosciences et en neuropsychologie. C'est aussi cette idée de revenir sur les erreurs pour essayer de t'améliorer en permanence, mais sans entretenir aucun regret. Parce que chaque erreur t'aide à aller de l'avant. Et c'est là pour surtout pas se faire rattraper, notamment par le sentiment d'impuissance. Et je fais la distinction en ce qui me concerne entre l'espoir et l'espérance. Hein, c'est un peu comme le réel et la réalité, la vérité et la véridicité. On va pas repartir dans des choses à la Philippe Guillemont, passionnantes au demeurant. Mais l'espoir, c'est quand tu espères quelque chose en particulier, puis quand ça se passe pas, tu es déçu. L'espérance, c'est quand tu sais que quoi qu'il arrive, tu vas de l'avant et que tu deviens inarrêtable. Donc ça a été très important pour moi. En ce qui concerne, je vais terminer ma réponse avec une métaphore, parce que je crois qu'elle va beaucoup nous éclairer pour les autres questions que vous avez en tête. Une amie en Suisse m'a décrit un processus biologique que j'ignorais, qui est celui des cellules imaginales. Vous connaissez ça? C'est quand la chenille entame sa transformation, elle commence à produire des nouvelles cellules qui ne sont plus des cellules de chenille. Et là, le système immunitaire de la chenille va attaquer ces cellules, comme si c'était un intrus ou un danger, comme du non-soi. Et donc un certain nombre de cellules se font détruire. Et puis comme ça prolifère de plus en plus, les cellules imaginales existantes se mettent en lien, commencent à solidifier et l'emportent sur la capacité de destruction de la chenille, de sorte à ce que le papillon puisse apparaître. Et au fond, la compréhension que j'ai aujourd'hui, c'est que nous sommes les cellules imaginales. Ce que Christian a dit est tellement vrai. Souvent, vous nous remerciez en disant « mais heureusement, c'est grâce à vous si j'ai tenu le coup, j'ai compris que j'étais pas fou ». Je suis très content parce que c'est ce que je voulais faire depuis le début. Je voulais faire une information salutogène, une information qui fasse du bien. Et on a avec nous la merveilleuse Julie Lévesque, qui est un exemple de journalisme. Parce que en sociologie, on sait depuis longtemps que la manière dont les informations sont présentées dans les nouvelles sape la confiance des gens en les plongeant dans un ressenti d'impuissance et toujours avec le même scénario. Regardez, c'est sous-jacent. Si vous faites de l'interprétation de texte, c'est le monde est dangereux, il y a plein de méchants, mais heureusement, notre gouvernement est là pour nous protéger. Nous, on peut rien y faire, mais il faut qu'on fasse confiance au gouvernement qui va nous protéger. Ça, c'est le récit structural qui est répété jour après jour après jour après jour. Et moi, j'ai eu envie de faire autre chose, mais c'est vrai que si on a tenu le coup dans la manière dont on s'est exposé, c'est parce que vous étiez avec nous. C'était un travail. Dès que je parle du sacré, ça me touche, désolé. Mais là, on entre dans le sacré. C'est-à-dire que nous, on joue un certain rôle parce qu'on a des talents ou des expériences différentes. Moi, je sais que j'ai le talent du langage, c'est vrai. Pour chacun d'entre vous, c'est... Peut-être qu'il y en a certains parmi vous qui parlent aussi bien, mais pour d'autres, ça va être autre chose. Et ce qui est important, c'est pas de se comparer avec les autres là où ils sont bons, c'est de voir où on est bon soi-même. Et puis après, c'est vraiment un travail collectif d'émergence. Et ça, pour moi, c'est le fond de la question. Ce qui veut aussi dire que le fait que j'ai réussi telle action ou pas, ou que je me sois entendu avec quelqu'un ou pas, c'est très secondaire. Ce qui est prioritaire, c'est qu'on reste dans cette dynamique tous ensemble, dans l'espérance qu'on arrivera à passer l'épaule un jour. On ne sait pas, peut-être qu'on mourra tous. Vous savez, Alphonse Allais disait « Ne vous prenez pas tant au sérieux, on finira tous par mourir un jour ».
Donc de toute manière, la seule chose qui compte, c'est qu'on donne le meilleur de nous-mêmes, qu'on mette tout notre petit change là-dedans, et puis qu'on honore, qu'on ressente de la gratitude pour la grâce de nous être trouvés les uns les autres. Parce que ça, c'est déjà énorme, c'est déjà magnifique. Wow. Bravo Jean-Michel, je suis entièrement d'accord. Et je voulais... Jean-Dominique, pardon, parce que j'ai fait une réduction trop rapide. Ça va bien. Non, je voulais dire que ils ont essayé de nous tenir par la peur, tout le temps la peur, vous allez mourir. Ils portaient des masques, ils ont cassé tous les liens sociaux. Mais si vous n'avez pas peur, que vous restez zen, que vous souriez, que tous les matins vous regardez le soleil, les petits oiseaux dans la joie, que vous communiquez avec tout le monde, ça fait une énergie collective gigantesque. Et c'est comme ça qu'on les aura. Eux, c'est des malfrats sataniques dans leur bureau, là, dans leurs environnements dorés, complètement artificiels. Ils sont noyés dans la poudre blanche, je pense, comme dans Walt Disney, quoi. Non, mais si vraiment on reste aligné, bien dans ses baskets, qu'on n'a pas peur, et ça les terrorise qu'on n'ait pas peur. Bah, souvent les médias, des gens ont dit vous n'avez pas peur, je dis non, c'est eux qui ont peur. Moi, j'ai jamais eu peur. Voilà, non, c'est très important. Merci. Merci pour ces beaux messages. Je voulais juste vous dire, c'est exactement ce qu'on veut prôner à Réinfo Québec, la force de l'union. Merci beaucoup d'avoir reparlé de ça. Puis de ce que je retiens, c'est peu importe qu'on fasse des erreurs, c'est pas grave, il faut continuer, il ne faut pas se décourager et il faut continuer de s'unir ensemble. C'est merveilleux. Quels sont maintenant, vous croyez, nos meilleurs atouts et nos forces? Parce que vous voyez que la machine en face de nous, elle est énorme, elle est puissante. C'est quoi, les gens ici, tout le monde là, dans la population, c'est quoi nos meilleures forces, nos meilleurs atouts pour faire face à ça, selon vous? Alors merci, c'est une question qui me ravit. Parce que c'est vrai qu'il s'agit aussi de passer à un nouveau paradigme, à une nouvelle manière de voir le monde, à une nouvelle manière d'interagir. Une des faiblesses des collectifs, c'est qu'on ne sait pas encore bien collaborer ensemble. Et la clé pour bien collaborer ensemble, c'est de savoir se traiter les uns les autres à hauteur Dieu. Comme on dit en allemand, Augenhöhe. Personne n'est plus important que quiconque. On a vu dans cette crise, il y a encore ce complexe d'infériorité dans notre société où les personnes moins éduquées ont un complexe d'avoir été moins éduquées. Oui, mais pendant cette crise, c'est les personnes les moins éduquées qui ont été les moins stupides. Alors vous regrettez vraiment de ne pas avoir été éduqués ? Ou vous vous dites, en n'étant pas éduqués, on a évité une déformation. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas respecter le savoir, il est admirable, il y a des maîtres et vraiment des gens remarquables dans tous les domaines qu'il faut savoir honorer, mais ce n'est pas parce que vous n'êtes pas passé par ce chemin-là que vous valez moins que les autres. Et quand il y a des collectifs où il y a vraiment cette aptitude à être à hauteur Dieu et où chacun est libre d'apporter ce qu'il se sent pouvoir apporter, il y a une espèce de magie qui se met en œuvre. L'inverse, c'est quand il y a quelques personnalités un peu charismatiques, qui ont plus de leadership, et comme elles savent faire, elles prennent des responsabilités, puis comme elles trouvent que les autres font un peu moins bien, elles délèguent pas tellement, et puis elles se fatiguent en faisant de plus en plus. Et ça, c'est la reproduction du monde d'avant. Il faut qu'on soit déjà dans le monde d'après, qui est un monde de tribus. Et dans une tribu, chacun a sa place. Les vieux, les jeunes, les petits, les gros, les chauves, les chevelus, les éduqués, les pas éduqués, chacun a sa place indiscutablement. Et c'est avec ça qu'on va de l'avant. Alors j'ai évidemment perdu de vue ta question en cours de route. De ce que je comprends, une de nos forces, c'est notre diversité. Oui, exactement. Et puis, merci, j'ai envie de dire, si on reste dans le vieux paradigme, on se dit on est très mal barré. Ils ont l'argent, ils ont les moyens de communication, ils ont la corruption systémique. Quand tu disais, Christian, qu'il y aurait une anthropologie à faire du fait que la justice nous donne toujours tort, mais c'est très simple. Dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789, il est dit lorsqu'il n'y a plus de séparation des pouvoirs, il n'y a plus de constitution. Donc la réalité, c'est qu'il n'y a plus de constitution dans nos pays. Nous sommes déjà dans une dictature, nous sommes déjà dans une négation de la démocratie et de l'état de droit. Donc si on fait un tableau objectif, on est très mal barré, on n'a rien. Mais moi, mon intuition, c'est que dans le monde de demain, ce rien est un trésor.
Pourquoi ? Parce que dans le monde d'avant, il y a un principe que les systémiciens ont souvent mis en lumière, c'est que dans la logique moderne où on cherche à faire des réformes, à avoir des nouveaux projets, à améliorer les choses, souvent la solution devient le problème. Elle est encore pire que le problème. Ça, je l'ai vu combien de fois à l'hôpital. On va réduire les coûts, on va réorganiser les services, et ça génère tellement de souffrance qu'il aurait mieux valu ne pas imposer toute cette merde. Donc, puisque ça, c'est le monde d'avant, le fait qu'on n'ait rien, qu'on soit des guerriers aux pieds nus est peut-être notre plus grande force. Parce qu'on ne peut pas les affronter dans leur registre. Tous ceux qui ont rencontré des manipulateurs pervers dans votre vie, vous le savez. Si vous vous affrontez à un manipulateur pervers, vous perdez. Il n'y a aucun moyen de le battre. Parce qu'il faudrait être aussi tordu que lui pour être plus fort que lui dans son domaine. Alors est-ce qu'on a envie de virer dans cette direction ? Ou se dire notre plus grande force, c'est notre innocence, c'est notre vulnérabilité, c'est le fait qu'on n'ait aucun pouvoir, qu'on ne soit pas intéressé par avoir le pouvoir. Par contre, on a tout ce qu'ils n'ont pas, c'est-à-dire les valeurs essentielles, les valeurs fondamentales, la sensibilité, la capacité d'avoir cette intelligence sensible face au réel. Et là, il y a une puissance qui est 1000 fois plus forte que le pouvoir dont ils disposent. Donc moi, je pense que le fait qu'on soit aussi démunis, vous savez, que vous soyez croyant ou non, le christianisme a démarré avec 11 personnes avec rien que leur conviction qu'ils avaient assisté à quelque chose qui a vaincu la mort. Et de là, ça s'est répandu dans le monde entier. On n'aurait pas parié un copec sur eux, ou une piastre au Québec. Donc voilà, je pense que notre faiblesse et notre force, et que ça, c'est important de le garder à l'esprit. Alors, je dirais que, parce que normalement dans la constitution des démocraties, il y a le pouvoir donc exécutif, législatif, on voit les assemblées, les députés, les sénateurs partout au niveau de chaque pays, au niveau de l'Europe, c'est totalement corrompu. Quand on voit qu'Ursula von der Leyen à la Commission, elle n'a aucun mandat pour parler de l'armée, elle donne des centaines de milliards à l'Ukraine, elle n'a aucun mandat pour la santé, elle donne des milliards et des milliards à Pfizer. Donc, je vois en France, on a écrit avec l'association Bon Sens des lettres recommandées avant les votes majeurs sur les obligations vaccinales, tout ça avec toutes les preuves scientifiques. Tous les partis soi-disant d'opposition se sont couchés. Donc il n'y a plus vraiment de contre-pouvoir législatif, il n'y a plus de contre-pouvoir judiciaire. Et alors l'autre contre-pouvoir sur lequel on pouvait compter, c'était la presse, les médias, qui a un petit peu joué le jeu au début, puis qui a été... Vous savez combien mon cher ami Manu a donné... non, mais je l'aime bien. Hein. Ça se sent. Oui, a donné... Je parle avec mon cœur. Combien il a donné aux médias, aux quelques médias de grand chemin, les 2 premières années du Covid, il a donné, je crois, 3 milliards. C'est lui-même qui l'a dit, hein. J'ai pas cherché ça dans les poubelles, il l'a annoncé publiquement, très fier. La première distribution, c'était 666 millions d'euros. 666. Bon, et excuse-moi, là, ils veulent augmenter l'âge de la retraite à 66 ans et 6 mois. Voilà. Voilà. Donc les médias ont été... on voit que les médias ont été totalement manipulés. Fort heureusement, on était à l'heure d'Internet. C'est ce qui nous a sauvés. S'il n'y avait pas eu Internet, je crois qu'on serait tous morts. Moi, je serais en prison ou j'aurais été jeté quelque part dans un puits. Ce sont les médias alternatifs, Facebook, Twitter et tous les autres, YouTube, qui nous ont sauvés. C'est pour ça qu'ils ont cherché à censurer autant qu'ils pouvaient. Moi, je sais que ma page Facebook a été interdite pendant 1 an et demi. La raison, c'est que je faisais appel à la haine et à la violence. Il faut le faire. Après, l'entrevue avec Stéphane Chatry qui a donné lieu à mon dernier livre, 800 000 vues en quelques jours sur YouTube, censuré parce que les propos n'étaient pas conformes à ceux de l'OMS. Donc la censure est partout. Et quand Virginie Joron, qui est une députée européenne remarquable en France, m'avait invité au Parlement européen à Strasbourg il y a 2-3 ans, je ne sais plus quand, à faire un topo devant les députés européens, je sais plus ce que je voulais, j'ai perdu le fil, c'est pas grave. On parlait d'atouts et de force. Est-ce que vous nous dites, dans le fond, qu'un de nos atouts, c'est les médias alternatifs puis les réseaux sociaux? Non, mais je parlais des médias, de la censure. Et l'après-midi, quand j'étais au Parlement européen,
moi je parlais le soir, Virginie m'a dit tiens venez, on va assister à une réunion pour s'amuser sur la liberté d'expression, la défense de la démocratie. Et là il y avait Raphaël Glucksmann qui est un député européen français, c'est le mari de Léa Salamé, il y avait Nathalie Loiseau qui était devant moi, il y avait 2 Américains qui étaient en visioconférence en haut, qui dirigeaient presque la réunion, je ne sais pas ce qu'ils faisaient là, c'est bizarre. Et tout le thème, c'était attention, nos démocraties sont en grand danger, nos libertés sont en danger à cause d'Internet et à cause des médias alternatifs. Je vous jure, hein. Et l'urgence, c'est de censurer. Et d'ailleurs, la semaine d'après, Macron a censuré RT, toutes les chaînes russes qui circulaient un peu en France. Et maintenant, c'est l'obsession tout le temps. On a vu qu'ils ont voulu censurer X. Heureusement, Elon Musk ne s'est pas laissé faire. Là, vous nous parlez de censure. Est-ce que vous pourriez nous dire, nous encourager un petit peu, c'est quoi nos forces et nos atouts face à ça, justement? Non, mais ce qui est important de dire, c'est qu'il faut vraiment d'abord remercier tous ces médias alternatifs. Maintenant, où je suis ravi, c'est que toutes les grandes chaînes de télé françaises n'ont plus d'audience. Tous les journaux papier qui ne sont même pas dignes du papier toilette ne sont plus vendus. Ils ne persistent que grâce aux subventions de là-haut. Donc, c'est une immense victoire des médias alternatifs, il faut vraiment les remercier. Et c'est pour nous tous, mais pour les associations, pour chacun d'entre nous, c'est un moyen extrêmement fort de les contrecarrer, de diffuser l'information. C'est pour ça qu'ils sont comme des fous, et ils voudraient censurer tout ça. J'espère qu'ils n'y arriveront pas, mais il y a toujours des blackouts possibles. Mais non, c'était juste pour dire que c'est un point où tous ensemble, en s'appuyant sur... Parce que je vois qu'il y a beaucoup de caméras là, c'est sûrement des gens... Je ne pense pas que ce soit des gens des médias contre nous. Non, on peut accepter l'invitation. Il faut vraiment les remercier de tout cœur, parce que c'est ça qui touche les gens. Et s'il n'y avait pas eu les médias alternatifs, on serait mort aujourd'hui. Alors, merci. Oui. Alors, je me permets, Jean-Dominique a dit quelque chose qui est pour moi fondamental et j'essaie de dire souvent, c'est qu'on ne sait pas collaborer. Et je pense qu'on est d'accord, c'est une question d'éducation, hein, c'est l'éducation qu'on a eue. Et ce qui fait en sorte aussi qu'on a une expérience de travail avec souvent une hiérarchie bien placée, alors que dans un collectif comme Réinfo Québec, en fait, c'est organique. Et donc, il faut, je permets de l'expliquer, cette dimension organique, elle est très, très importante. Il n'y a pas de chef, puis en même temps, il y a plein de chefs. Et donc, c'est la beauté, je dirais, que chacun puisse apporter quelque chose. Et quand on a des valeurs similaires, quand on a un idéal similaire, bien, il se passe des choses assez magiques. Voilà, c'était ma petite pub Réinfo Québec, mais les gens qui collaborent avec nous le savent, en fait. Et je dis souvent, les gens de Réinfo Québec, vous les regarderez, ils ont tous le sourire, hein? Voilà, donc c'est parce que ce qu'on sent, qu'on fait a du sens et on est heureux de collaborer avec plein de gens merveilleux. Voilà. Et donc, même question avec Pierre Barnerias. Quelles sont nos forces devant ces machines, en fait, qui sont en face de nous? Si on prend du recul face à toute cette machine étatique, pharmaceutique et autres, hein, on a l'impression qu'ils ont des leviers excessivement puissants. Toi, comment tu vois ça? Quelle est notre chance face à ça? Comment s'organiser? Qu'est-ce qui serait à faire selon toi aujourd'hui? Aujourd'hui, faire ce pourquoi on est fait. C'est-à-dire que moi, je suis fait pour faire des films, pour faire des documentaires cinéma, pour essayer de donner un autre regard sur le monde et surtout un regard plein de vie et plein d'espérance. Parce que Hold Up, quand vous le regardez, ce film est plein d'espérance. Il rassure tout le monde, ce film. Je montre que oui, il y a des fous furieux qui ont envie de s'accaparer toutes les richesses de la planète. Ils ont inventé un truc pour gagner encore plus d'argent, ils en ont déjà beaucoup. Et pour surtout une volonté de transformer la société en la numérisant et en faisant de nous des captifs. Parce que le but, il est là, la disparition de la monnaie liquide. C'est l'un des personnages du documentaire qui est expert en numérisation, évoquait ce risque-là, et qui est un risque réel, puisque regardez, aujourd'hui, il y a un avant et après Covid. Enfin, tout est numérisé, la monnaie liquide aujourd'hui, même, regardez, j'ai pris l'avion, ils font des publicités pour dire non, la monnaie liquide, c'est terminé, vive la carte de crédit. Ah ouais, mais c'est fini à ce moment-là, s'il n'y a plus de monnaie liquide, c'est terminé, on est dans une prison, hein. C'est terminé. Et aujourd'hui, quand vous avez des dirigeants qui nous disent
Oh ben oui, on va supprimer la monnaie liquide parce que comme ça, on va s'attaquer au problème de la drogue enfin, c'est grotesque, enfin. J'ai pas de mots pour voir le niveau de nos élites politiques. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Eh ben, je pense déjà, alors je ne sais pas si c'est pour vous, c'est une idée que je vous donne, faites un sondage. Prenez des instituts de sondage nationaux, respectés, respectables, et posez-leur, écoutez, voilà, on vous donne tant d'argent, on a une question. Avez-vous eu l'impression d'avoir été forcé à la vaccination? Pour vous, deuxième question, pensez-vous avoir été conscient de tous les effets secondaires? Est-ce que vous avez été bien informé? Est-ce que votre consentement a été éclairé? Si c'était à refaire, est-ce que vous... Voilà, 3-4 questions comme ça, juste, et par un institut de sondage officiel. Faites ce sondage-là. L'autre chose qui me semble intéressant, des journalistes étrangers l'ont déjà fait, et bravo à eux. Il y a notamment le rédacteur en chef de Die Welt ou de Bild en Allemagne qui ont dit, voilà, on vous a trompé. On a été trompé. Et on vous demande pardon. Je pense que des mea culpa de professeurs, de chercheurs, d'universitaires, de médecins, en disant, écoutez, oui, j'ai été berné, j'y ai cru, on a été complètement manipulé, je m'en excuse en mon nom et en tant que médecin ou en tant que chercheur. Ça, c'est important. Et moi, je pense que c'est ce qui permettra peut-être de réconcilier vacciné avec non vacciné. Enfin, j'en sais rien. Mais encore une fois, c'est juste des idées. Et la troisième chose, et ça, je ne parle pas pour moi, mais j'ai revu Hold Up dernièrement grâce à mon procès avec l'AFP, qui est toujours en cours. Et que je ne peux pas ne perdre, en fait, c'est pas possible. Je peux pas ne pas le gagner, ce procès. Parce qu'il y a eu des choses tellement incroyables, mais c'est de la diffamation, de l'insulte, du mépris partout. Hein. Si j'avais eu de l'argent, mais j'aurais porté plainte contre des centaines de journalistes, de rédactions, mais j'avais rien. Donc, et puis moi, j'étais encore dans mes films et j'avais les mains dans le cambouis, donc j'ai pas pu faire ces procédures, et tant mieux. Mais là, je me dis, voilà, il y a 3 films qui existent. Eh bien, diffusez-les en plein air. Faites des diffusions de Hold Up, de Hold On, de Hold Out, créez des débats, invitez des gens qui n'ont pas vu le film, mais en disant, écoutez, on va faire un débat, regardez-le. Parce qu'aujourd'hui, il y a une telle étiquette encore sur ce film, alors que je pense, 90% des personnes ne l'ont pas vu. Par contre, ils en ont entendu parler. Donc, diffusez ce film, et moi, il n'y a aucun problème, allez-y, diffusez ce film, faites en plein air, moi je trouve ça bien, en plus, c'est en plein été, essayez de trouver un espace public, pas un espace public, mais un espace privé, ou quelqu'un qui a une grande propriété, invitez un maximum de personnes, et projetez ce film en plein air, et comme ça fera du lien, ça recréera du lien, et tant mieux, parce que c'est ça que j'aime dans le cinéma, c'est que le cinéma, c'est le seul espace de liberté qui crée du lien. Parce que là, vous êtes là pendant... Et je sais que, notamment, après, en 2024, quand j'ai sorti le film Les Survivantes, les personnes, après la séance, elles restaient entre elles, parce qu'elles avaient besoin d'échanger, elles avaient besoin de parler autour de ce film. Et c'est ça qui est merveilleux dans le cinéma. Alors, oui. Monsieur Perron veut rebondir là-dessus avant. Je voulais juste rebondir sur un point important que Pierre a abordé, c'est... il faut laisser la possibilité à des professionnels, à des médecins de demander pardon, dire j'ai été manipulé. Et l'autre jour, dans le congrès à Montréal, on a parlé du pardon. Alors je pense qu'il faut vraiment que les pires crapules en haut, comme au procès de Nuremberg, je pense, soient jugés un jour, parce que ça a quand même été un crime contre l'humanité. Hein. L'injection obligatoire d'un produit expérimental, c'est un crime contre l'humanité. Ça, ils ne pourront pas s'en sortir, c'est point barre, hein, c'est crime contre l'humanité. Mais après, l'immense majorité de tous ces médecins, soit qui ne connaissaient pas, qui se sont fait manipuler, si le ministre le dit, c'est bien, ils n'avaient pas le temps de chercher. Il y en a aussi qui ont malheureusement touché de l'argent dans les vaccinodromes et les pharmaciens qui ont multiplié leurs profits entre les tests PCR et les produits expérimentaux. Mais à un moment donné, il va falloir pardonner à tous ces gens-là,
Parce que sinon, parce que là, il y en a qui commencent à ouvrir les yeux. Hein. Il y en a, j'en connais, qui sont éveillés, mais ils ne veulent pas le dire. Ils sont en panique parce qu'ils disent, oh là là, si je commence à reconnaître, je suis foutu parce qu'on va me poursuivre en justice. Donc ils vont être dans une position retranchée, extrêmement agressive, de sauvegarde vitale. Et ça va mal se passer dans la société. Donc je pense que, peut-être pas pour tous, mais enfin pour la majorité des gens qui ont été un peu moutons, faudra être bienveillant et accepter qu'ils présentent leurs excuses éventuellement. Mais je pense que s'il n'y a pas cette dimension de pardon, on sera mal barré, parce que je pense que sinon ça va castagner dans une période assez proche. Merci. Combien est-ce qu'il reste de temps, là? Il nous reste peut-être 5 minutes, 10 minutes maximum. 5 Donc, minutes. dernière question. OK. Est-ce qu'on est rendu au mot de la fin? Je trouve que la dernière question est importante. Là. Comment donner du courage? Oui. Bon, on va y aller avec l'autre clip avec Pierre Bernérias. Donc, vous allez entendre la question. Peut-être une dernière question. En plus, comme tu as un travail de journaliste et que tu as interviewé, entre autres, dans ces documentaires, des professionnels qui, eux, étaient quand même à risque avec leur ordre professionnel ou autre. Comment, justement, tu fais ou quels seraient les conseils pour donner le courage à ces professionnels de prendre la parole? Parce qu'on sent qu'il y a encore beaucoup de censure, même 4-5 ans plus tard. Comment toi, tu as fait déjà pour les amener devant l'écran à parler et autres? Là? Et quelle réflexion tu te fais aujourd'hui avec ceux là, qui auraient encore des choses à dire et qui ne l'ont pas fait? Je pense qu'à l'époque, il y avait tellement une soif de dire autre chose, puisqu'il n'y avait qu'une seule information qui sortait, donc peut-être ils ne mesuraient pas les risques qu'ils allaient prendre, comme moi. Moi, je n'ai pas du tout mesuré le risque en sortant Hold Up qu'il y allait avoir une telle censure. Sinon, je n'aurais jamais envoyé comme ça mon film à une centaine de personnes en prenant le risque qu'ils se retrouvent sur les réseaux sociaux. Donc, non, et ce qui est amusant, c'est que moi, la vérité rend libre. La vérité rend libre. Et puis là, ce qui est quand même incroyable, c'est tout est mis au jour. Donc on sait pertinemment que oui, c'est pas un vaccin, c'est tout sauf un vaccin. C'est un danger, c'est toxique, c'est des injections qui sont toxiques. Enfin, et moi, je vous invite vraiment à lire le livre de ma consoeur Corinne Lalo, Fausse pandémie et vrai mensonge. Mais il y a tout dans ce livre. C'est Hold Up puissance 15, puissance 20, il y a tout. Tout est sourcé, tout est. Enfin, et quand j'ai dit à Corinne, mais est-ce qu'il y a des journalistes mainstream qui l'ont lu, il y a l'AFP qui l'a lu, qui l'a décortiqué, quand même, t'as fait un travail, je l'ai félicité, parce que franchement, c'est hyper bien documenté, il y a tout. Donc, non, au contraire, aujourd'hui, il faut surtout pas avoir peur, quoi. Mais à la rigueur, moi, j'ai manqué de prudence par naïveté, sans doute. Et puis tant mieux, hein, je la revendique, ma naïveté, parce que je fais ce en quoi je crois, et j'ai toujours eu le souci d'être juste. D'être juste. Moi, le mot que j'aime le plus dans mon métier, c'est la justesse. Je suis pas dans la caricature, je suis pas dans le... Là, en plus de ça, je me suis, comme c'était un documentaire cinéma, j'ai utilisé tous les codes de la narration des magazines télé qui sont très rentre-dedans, style envoyé spécial ou zone interdite ou des racines, vous savez, avec une écriture, avec un commentaire qui appuie. Et justement, j'ai utilisé pour dire, mais attends, et pour réhabiliter le virus dans ce qu'il est, et non pas dans ce qu'il est devenu par la main de l'homme. Il était là, le propos de Hold Up. Attendez, pas avoir peur. Oui, c'est un virus qui a été trafiqué, mais même s'il a été trafiqué, la nature est souveraine. En fait, il n'est pas dangereux, ce virus. Merci. Alors, on serait rendu au mot de la fin. Oui, mais j'aurais aimé entendre Jean-Dominique qui, lui, il dit qu'il n'y a pas de courage, en fait, il n'a jamais peur. Mais mettons qu'il y en a qui ont peur, qu'est-ce que tu aurais comme conseil, justement, pour traverser la peur? OK. Vous m'accordez 5 minutes pour le mot de la fin? Parce que je dois faire une réponse qui est un tout petit peu complexe. Je crois que ce dont il est question, c'est ce pas en avant vers une forme d'anarchisme éclairé. Alors je me définis souvent comme un vieil anarchiste et
Bon, beaucoup de gens me disent, mais t'entends quoi par ça? Ça veut dire quoi? Ça veut pas dire que je suis contre l'autorité, pour la destruction de tous les systèmes de pouvoir, mais qu'on observe, notre monde et on est la caricature, que la règle ou la contrainte se substitue à la conscience. Quand il y a de la conscience, il n'y a pratiquement pas besoin de règles, oui, des principes, des lignes de conduite, on ne peut pas vivre sans, mais parce que ça ne devient plus une question de soumission à une règle, ça devient une question d'évidence. Tu vois, on peut passer une loi comme quoi il ne faut pas frapper ses enfants, oui, on peut, mais si tu sais ce que c'est qu'être un parent et ce que c'est qu'être un enfant, tu ne vas pas frapper ton enfant. Donc pour moi, le plus important, c'est la conscience. L'autorité, bien sûr que ça existe, et étymologiquement, c'est ce qui aide à grandir. Donc il y a des sommités, il y a des gens remarquables dans leur domaine qu'il faut respecter, parce que c'est des autorités, ils peuvent nous enseigner, ils peuvent nous transmettre, ils peuvent nous inspirer. On en a un certain nombre ici, on a Patrick Provost, qui est un des meilleurs dans son domaine, en plus d'être formidablement courageux. Bravo Patrick! On a Bernard Massy, qui est un des plus grands scientifiques dans son domaine de notre époque. On a Alain Roy, sociologue, qui nous a fait une démonstration lors du congrès. On a Robert Béliveau, on a Maître Goyette, on a Stéphane Blais. Et Christian Linard aussi. Oui, Christian Linard aussi. Okay. Et ces gens-là sont des inspirations pour chacun d'entre nous. Et ce qui est frappant, moi je n'ai pas le 10e du CV de Christian Perron, moi je suis un homme de terrain, mais il n'a jamais mis de barrière entre nous. Même chose avec Bernard, que j'ai rencontré tout récemment, Robert, il n'y a pas de barrière. Hein. Vous voyez, parce qu'on est capable de se parler d'être humain à être humain. Donc il faut reconnaître l'excellence, mais en même temps, chacun d'entre nous peut sauver la vie de l'autre, même s'il est professeur bardé de diplômes. Et c'est là où il faut pouvoir distinguer les deux. Vous voyez, il y a une connaissance avec laquelle on ne peut pas être en compétition. Moi, comme un certain nombre, je suis assez agacé par ces gens qui disent « Oh, il n'y a pas de virus ». Attends, tu as fait 10 000 heures de virologie? Tu sais de quoi tu parles? Tu as cultivé des virus dans un laboratoire ou non? Alors ferme ta gueule, si tu veux bien. Parce que tu n'as pas le niveau pour parler de ça. Maintenant, alors, ce qui implique qu'on ne peut pas parler de tout. Moi, je ne peux pas vous expliquer l'astrophysique, si les gens sont allés sur la Lune ou pas, je n'ai pas les hosties de compétences. Par contre, quelqu'un qui pense que les virus n'existent pas peut sauver ma vie à un moment donné où moi je vais perdre la boussole, je vais me sentir désespéré, et lui va me tendre la main à ce moment-là, vous voyez? Et c'est là où il faut pouvoir faire vivre cette épistémologie complexe. On n'est pas égaux sur tout. Mais j'ai beaucoup étudié les groupes d'entraide comme les alcooliques anonymes et les narcotiques anonymes, et c'est fascinant parce que vous pouvez avoir quelqu'un qui a 30 ans de clean time, quelqu'un qui a 3 jours de clean dans la salle, et la personne de 30 ans, elle souffre comme un malade à ce moment-là, et la personne qui a 3 jours va dire quelque chose qui va être super utile à celui qui a 30 jours. Donc on a des inégalités structurantes qu'il faut savoir respecter et honorer, mais il y a aussi cette réalité que quand un médecin psychiatre soigne un psychotype dans un asile psychiatrique, peut-être que le psychotique sera encore en vie 30 ans plus tard et que le médecin se suicidera une semaine après. Donc il y a cette réalité de notre humanité qui nous rejoint, et puis il y a cette réalité de la différence. Et je pense que le progrès pour pouvoir avancer, c'est d'entrer dans ce type de compréhension complexe. Je ne vais pas te challenger sur les virus. Je vais écouter ce que tu as à dire et je vais m'intéresser à tout ce que tu peux me transmettre. On a fait un entretien hier et j'ai tellement appris. C'était une merveille d'avoir Bernard Massy en face de moi et de lui poser toutes les questions qui me courent dans la tête. Et puis d'un autre côté, de rester dans ce rapport fraternel et chaleureux. Je terminerai avec ça. Un autre élément qui plaide en faveur de l'anarchisme, c'est les neurosciences. Parce que nous avons cette illusion que nous percevons le monde. Il y a des stimuli, on les perçoit. C'est faux. On se crée dans sa tête une simulation du monde sur la base de ce qui apparaît le plus probable à l'extérieur.
Mais cette simulation est en grande partie erronée pour chacun d'entre nous. Pour le dire autrement, nous n'avons au mieux qu'une vague idée de ce qui existe dans le monde. Que tu sois président de la République, Bernard Massy, Jean-Dominique Michel ou Ticu Lachance, on a tous au mieux qu'une très vague idée de ce qu'il y a dans le monde. Donc, pour moi, ça disqualifie, hors dans des domaines techniques, le fait que quelqu'un te dise « T'es bien gentil, mais je vais t'expliquer comment sont les choses, moi qui sais ». La seule réponse à ça, c'est d'éclater de rire. Parce que la réalité, c'est que tu n'as qu'une très vague idée, moi aussi, donc on peut peut-être se parler de nos très vagues idées respectives et voir peut-être ce que tu as compris et que moi j'ai pas compris, ce que moi j'ai compris et que tu as... Vous voyez, on peut entrer dans quelque chose de fécond et de créatif, et ça commande, je terminerai avec ça, par vraiment cet impératif de penser en hypothèse. Puisque nous n'avons qu'une vague idée sur le monde, n'importe quelle chose dont nous sommes convaincus jusqu'à en mettre notre main à couper est susceptible d'être démontré faux à n'importe quel moment. C'est d'ailleurs toute la beauté de la science. Et pour moi, par exemple, un chercheur qui donnerait son nom à une théorie, la théorie Michel sur l'anthropologie, et qu'à un moment donné, quelqu'un vienne montrer qu'elle est fausse, je devrais m'en réjouir. Parce que ce n'est pas ma théorie qui a été démolie, c'est la connaissance qui progresse. Et donc, il y a des hypothèses, certaines sont plus fortes que d'autres. Moi, j'ai toujours dit, depuis le début de la crise, je rêverais de me tromper. Je rêverais que le virus ait été très dangereux, qu'il n'y ait pas eu de traitement précoce, qu'on ait eu besoin de se faire museler et de rester à la maison, et que le vaccin ait sauvé tout le monde. Mais je serais tellement soulagé si on pouvait me démontrer ça. Sauf qu'il n'y a à peu près aucun indice qui pointe dans cette direction. Mais toujours rester ouvert, il y a des hypothèses qui peuvent paraître très faibles et qui finissent par s'imposer ou devenir fortes. Il y a des hypothèses très fortes. On en est convaincu de en notre âme et conscience, puis ça s'avère faux. Donc, toujours garder. Et je terminerai avec une petite amende honorable à Bernard Massy et Christian Perron. On a eu un moment charmant sur scène où on discutait de Robert Kennedy Jr. Moi, j'étais très frustré parce que je considère qu'il faut un moratoire immédiat sur cette saloperie. Et il disait, s'il ne le fait pas, c'est qu'il n'a pas le pouvoir pour le faire. Il est en train d'avancer les pions. Il vient de virer 17 vaccinologues de l'agence qu'il dirige. Il est en train de mettre les pions dans plein de directions. Donc, mea culpa, vous aviez raison, merci. Et puis, c'est comme ça qu'on avance. Il faut qu'on puisse reconnaître qu'à certains moments, on n'a pas bien vu les choses, on a été aveuglé par sa passion ou par sa préoccupation pour les victimes. Mais là, en l'occurrence, vous aviez mieux vu que moi. Tant mieux, ça me permet de progresser. Et c'est comme ça qu'on arrive aussi à apprendre à collaborer. C'est pas grave d'avoir tort. Il y a même plein d'endroits où c'est bien d'avoir tort. Merci. Il reste le mot de la fin maintenant pour Dr. Alors là, parce que vous dites comment avoir le courage, moi j'ai une solution très simple. Je vote demain, je signe une loi d'obligation d'injection d'hormones du courage. Et après, quand vous serez super dopé, vous direz non. Vous voyez que nos tyrans, ils tombent dans la démesure totale, ce que les Grecs appelaient l'hubris, donc ils vont se casser la figure. Il faut rester optimiste, il faut rester soudé. Moi, honnêtement, j'adorais déjà le Québec depuis longtemps, je suis déjà venu souvent. Vous êtes des gens merveilleux et chaleureux, et on a à chaque fois un accueil extraordinaire. Et j'ai senti l'autre jour à Montréal, lors du congrès, une énergie collective de joie, d'amour, de positivité qui est fantastique. Et c'est comme ça qu'on les aura. Voilà, c'est mon message peut-être d'espoir et de la fin, mais on gagnera, ça j'en suis sûr. Bravo. Merci. Excellent. Je n'ai pas encore suffisamment renoncé à mon ego pour ne pas avoir le mot de la fin. J'aimerais dire... Vous avez un complexe d'infériorité, comme les Suisses romands, mais vous êtes vraiment quelque chose comme un grand peuple. Merci. Donc, c'est très encourageant, des belles paroles pour terminer. Ça fait du bien de revenir un peu dans le positif, hein? Ça donne de l'espoir pour l'avenir. Alors, on va poursuivre ce panel dans 5 minutes. On prend une petite pause et on revient avec la période de questions du public. 5 minutes, les amis. Oui.